Alors, voici que moi, j'ai fait un premier cours sur l'histoire de la civilisation au 19e et au 20e siècle. Et quand je dis civilisation, je me réfère principalement à la civilisation occidentale. Il est évident que les cultures africaines, japonaises, chinoises, indiennes ou sud-américaines mériteraient en soi, évidemment, d'autres leçons. Donc, je vais parler de ce que je connais le mieux, tout simplement. Alors, à la demande de plusieurs d'entre vous, on trouvait que c'était un petit peu dommage que je n'ai pas abordé certains aspects de l'art, et en particulier de l'histoire de la musique au XXe siècle. J'avais été pris par le temps, souvenez-vous, et je n'avais pas abordé non plus l'histoire de la littérature, ni l'histoire de la pensée, la philosophie. Donc, je vais essayer de toucher à ces sujets qui sont très très vastes, pour, je dirais, pouvoir les placer dans un contexte plus général. Alors, nous allons aborder les années 1920 du XXe siècle, qu'on a appelé parfois aussi les années rugissantes. Alors, il y a 4 courants qui se développent dans l'art et la littérature à ce moment-là. Alors, il y en a 2 que je lirai essentiellement à l'esprit du temps et 2 autres qui sont particulièrement liés à des classes sociales. Je commence tout d'abord à ceux qui sont liés aux mentalités, directement. Alors il y a d'abord un premier courant qui est lié, je dirais, à la nostalgie d'un temps révolu, de la période d'avant la Première Guerre mondiale. Et on trouve en fait cette nostalgie aussi bien en France qu'en Italie, qu'en Angleterre, en Allemagne, dans l'Empire d'Autriche-Hongrie. Alors, sont particulièrement révélateurs de ce courant des écrivains comme, en Autriche, comme Robert Musil, qui est l'auteur d'un livre qui s'appelle « L'homme sans qualité ». Et dans ce livre, L'homme sans qualité, Musil décrit cette ambiance de l'Empire d'Autriche-Hongrie qu'il considère comme un empire décadent, au point d'appeler cet empire la cacanie. Donc ça dit bien ce que ça veut dire, la cacanie. Le pays où tout est mauvais. Parce que kakos en grec ça veut dire mauvais, et caca, ça veut dire les choses mauvaises en grec. Et cet ouvrage, en 2 gros volumes, a eu beaucoup de succès. En allemand, c'est Der Mensch ohne Eigenschaften. Voilà, l'homme sans qualité. C'est Mensch, c'est homme, et c'est l'homme d'une manière générale, comme homo en latin, et pas mal, qui serait vir en latin, c'est-à-dire l'homme de mal. Voilà. Alors, dans la même veine, on trouve également un auteur qui est immense, c'est évidemment Franz Kafka. Franz Kafka qui meurt au début des années 20, je crois que c'est en 1924, si mes souvenirs sont bons. Il meurt très jeune, parce qu'il avait une santé très fragile, et il décrit un univers pénitentiaire, un univers extrêmement dur, qui est celui de la bureaucratie qui prend des décisions tout à fait absurdes. C'est de là que vient bien sûr l'expression un univers kafkaïen, qu'on utilise régulièrement. Un autre auteur important des années 20, c'est Thomas Mann. Lui, c'est un Allemand. Je n'ai pas dit que Kafka est un Tchèque, mais écrivant en allemand. Thomas Mann. Thomas Mann, qui a été prix Nobel d'ailleurs, a écrit des romans aussi de la décadence. Parmi ces romans de la décadence, il y en a toute une série. Il a écrit par exemple les Buddenbrock. Il a écrit La montagne magique. Il écrit un univers de malades qui sont dans un sanatorium comme ça, de gens riches dans la montagne. Donc dans ce livre qui s'appelle La montagne magique, des Zauberberg en allemand, aussi un très gros livre. Et alors un roman tout à fait sublime dont
Luchino Visconti a fait un film que vous avez peut-être vu qui s'appelle La mort à Venise avec Dirk Bogarde. Hein? C'est l'histoire d'un Américain, si mes souvenirs sont bons. Non, attendez, comment il s'appelle? Non, Aschenbach. Donc c'est un Autrichien, ou un Allemand, hein, qui va à Venise pour sa santé, qui va y terminer sa vie, et qui tombe amoureux d'un jeune éphèbe, d'un adolescent polonais qui s'appelle Tadeusz. Ce roman, là aussi, a marqué les mentalités, puisqu'on en a fait un film, hein, Luchino Visconti, des années 60, me semble-t-il, peut-être début des années 70, et Benjamin Britten en a fait un opéra. Voilà, donc ce roman s'appelle Der Tod in Venedig, donc la mort à Venise. En France, il y a des romans qui ont la nostalgie, qui évoquent la nostalgie du XIXe siècle également, comme les romans de Romain Martin. Alors, deuxième courant maintenant, toujours lié aux mentalités du temps, mais qui ne vont pas dans le même sens. Là, on ne cherche pas. On n'a pas la nostalgie d'un temps perdu. Et oui, à propos de nostalgie d'un temps perdu, je voudrais vous parler en France, bien sûr, de la grande série La recherche du temps perdu de Marcel Proust, bien sûr. Hein. Vous avez peut-être étudié ça quand vous étiez à la fin du secondaire, en 6e, en rhétorique. Hein. Vous avez peut-être étudié Un amour de Swann, peut-être, non? Vous avez peut-être vu le film aussi de Sechendorf, si mes souvenirs sont bons, qui a fait un film sur Un amour de Swann. Alors là, c'est un roman kilométrique de ce grand écrivain qui est mort aussi au début des années 30, des années 20, si mes souvenirs sont bons, et qui, un petit peu comme Kafka, avait une santé très, très fragile, et qui décrit un univers extrêmement précieux, où les personnages, le narrateur évolue dans un monde de snobs, en fait. Hein, de snobs qui sont proches de la noblesse. Avec un personnage que j'évoquerai pas ici, ça prendrait trop de temps. Hein, mais le style de Marcel Proust, c'est un style, un roman psychologique avec des phrases très très longues, comme ça, 5, 6, 7 lignes, comme ça, mais qui donne cette impression de longueur, du temps qui passe, justement. Et le dernier volume s'appelle Le temps retrouvé. Voilà. Alors, donc, deuxième courant, maintenant, c'est l'univers onirique dans lequel des écrivains et des peintres vont se réfugier parce qu'ils ont été très marqués par la Première Guerre mondiale, par toutes ces horreurs. Ils ont vu beaucoup de leurs compagnons, de leurs frères, de leurs amis qui sont décédés dans les tranchées ou lors des combats contre l'ennemi. Et ces écrivains vont donc se réfugier dans un univers qui est celui de l'inconscient. Dans le domaine de l'écriture, ils pratiqueront ce qu'on appelle l'écriture automatique, c'est-à-dire que l'on écrit, on pose des mots sur la feuille dans l'ordre dans lequel ils viennent à l'esprit. Autrement dit, on rejette la raison, cette raison et cette technologie qui a conduit à la guerre et à l'absurdité, et on se réfugie, je dirais, dans un système qui est celui de l'inconscient, qui est extrêmement riche. Ce courant va s'appeler dès lors le surréalisme, ce qui est au-delà du réalisme. Dans le domaine de la littérature, il a comme figure de proue, en France, André Breton, et ça je l'ai peut-être déjà dit il y a 2 mois, hein, qui en 1924 à 1932 publie donc 2 manifestes du surréalisme. On y trouve également Philippe Soupeau, entre autres choses. Dans le domaine de l'art, ça je crois que vous en avoir parlé déjà il y a 2 mois, on trouve bien sûr Salvador Dali. On va en Belgique plus tard trouver André Delvaux, et là je vous demanderai de corriger mon premier DVD, ma première leçon, parce que j'ai fait un lapsus et j'ai dit systématiquement
Oui, Paul Delvaux, et je disais systématiquement André Delvaux, qui est un cinéaste belge, qui n'a rien à voir avec le peintre. Donc, il faut corriger, je parlais d'André Delvaux, le cinéaste, alors qu'il s'agissait bien de Paul Delvaux. Voilà. Et évidemment, René Magritte, que j'avais évoqué déjà la fois précédente. Alors, maintenant, il y a deux autres courants, l'un lié à la bourgeoisie et l'autre lié, je dirais, aux classes populaires. Alors, celui qui est lié à la bourgeoisie, c'est l'art déco, qui a beaucoup de succès dans les années 20 et qui succède à l'art nouveau. L'art nouveau qui avait connu son apogée entre 1894 et 1914, donc dans les 20 ans qui précédaient la Première Guerre mondiale, et qui avait eu comme figure de proue en Belgique Victor Horta. Alors, dans l'entre-deux-guerres, il y a l'art déco. L'art déco, c'est pas la même chose. Autant l'art nouveau était marqué par, je dirais, la courbe, ce qu'on appelle la ligne en coup de fouet, hein, c'est un motif végétal qui a cette forme-ci. Il était marqué également par des matériaux nouveaux, par le verre, par le fer. Allez voir la maison Horta à Saint-Gilles, mais voyez également tous les bâtiments art nouveau que vous pouvez trouver à Saint-Gilles, à Bruxelles. Pensez à la maison de la rue des Francs, près de la rue des Nerviens, près du Parc du Cinquantaire. Pensez également au quartier des Étangs, près du Square Marguerite, hein, à l'hôtel Van Velt. Pensez également, je dirais, enfin les exemples sont très nombreux. Vous savez, l'art nouveau, ce sont des maisons bourgeoises, peu particulières, mais destinées à la bourgeoisie libérale, hein, par la bourgeoisie catholique. Alors pour l'art nouveau, c'est pas ça. L'art nouveau, là, donne de l'importance aux formes géométriques. Donc c'est plus la courbe, c'est la droite qui va dominer. Cet art déco est marqué aussi, donc par la droite, je dis aussi, mais aussi par les mosaïques, par des motifs très colorés. Alors dans cette veine-là, on peut déjà placer l'hôtel Hoffmann, l'hôtel Stockley plutôt, au début de la butte, enfin près du Square Léopold II à Hué, l'hôtel Stockley, donc qui appartient à la famille Stockley, réalisé par l'Autrichien Hoffmann, mais surtout, et ça c'est avant-guerre, mais surtout dans l'entre-deux-guerres, vous avez comme exemple, nous avons pu le voir récemment lors de notre visite à Bruxelles, vous avez bien sûr la gare centrale, qui est due au même Victor Horta, qui s'était dans une première phase de sa vie spécialisé dans l'art nouveau, et qui dans la deuxième phase de sa vie se spécialise dans l'art déco. Un autre exemple, c'est le Palais des Beaux-Arts, ce qu'on appelle maintenant le Beaux-Arts à Bruxelles, hein, le Palais des Beaux-Arts, qui se trouve de l'autre côté de la rue Ravenstein, de la galerie Ravenstein. La galerie Ravenstein est également un témoignage de l'art déco. Comme autre exemple, vous avez également le Résidence Palace, qui se trouve près du rond-point Schumann, hein, qui contient une très belle piscine d'ailleurs, très magnifiquement décorée, on domine à droite également. Vous avez aussi, je réfléchis, vous avez la maison Solvay, avenue Franklin Roosevelt, qui a abrité, avant que RTL TVI ne déménage à avenue Ariane, qui a abrité les premières années de cette chaîne de télévision. Donc c'est pas très loin du LV à Bruxelles, hein, avenue Franklin Roosevelt. Voilà. Alors reste maintenant un dernier courant, hein, qui est le courant, je dirais, de l'art social. Alors dans l'entre-deux-guerres, on va se mettre à construire des habitations sociales qui, avec un minimum de moyens, essayent toutefois de ne pas donner aux pauvres, si je puis dire, ou aux classes les plus basses de la société, des logements tout à fait quelconques. Alors ces logements sont essentiellement marqués par une architecture de type cubique. Le matériau utilisé, c'est également du béton, mais pauvre. C'est l'époque également où vont être construites les cités-jardins. On a des exemples, par exemple, à Waterman-Boisfort. Voilà donc
je dirais, pour l'art des années 20. Alors maintenant, on va passer à l'art des années 30, hein, on appelle souvent les années sombres, parce que c'est l'époque de la montée des dictatures. Le fascisme est bien installé en Italie, mais c'est la montée du nazisme en Allemagne, et bientôt, à partir de 1936, ce sera la montée du franquisme en Espagne. Mais vous avez toute une série de régimes autoritaires qui ne sont pas fascistes en Europe centrale à cette époque-là, et en Europe, je dirais, dans la partie baltique également de l'Europe, la Pologne, les États baltes. Alors cette période, justement, est marquée aussi bien dans le régime totalitaire que dans les démocraties par un art monumental. Un art monumental. Vous avez peut-être déjà vu dans les films de Leni Riefenstahl, Les Lieux du Stade ou d'autres films des constructions gigantesques en Allemagne dans les années 30, en Italie aussi des stades gigantesques où il s'agissait de magnifier la puissance de l'État. C'est tout ça qui prime. On est dans des régimes totalitaires, mais aussi un petit peu pour se conforter sans doute psychologiquement par rapport aux dictatures, également dans les démocraties. Alors là, je vous en donne un exemple que vous pouvez voir à Bruxelles, c'est le Mont des Arts. Le Mont des Arts, on a été voir la Bibliothèque royale, eh bien le Mont des Arts est, je dirais, une imitation de ce style monumental que l'on trouve dans les régimes totalitaires comme en Italie ou en Allemagne à la même époque. Ça me semble assez caractéristique. Ce Mont des Arts a mis plusieurs générations d'ailleurs à construire, hein, parce qu'il a commencé à être construit au début des années 20, mais il a mis près de 30 ans à être définitivement construit. Une bonne vingtaine, 25 ans. Voilà ce que j'avais à vous dire pour l'art des années 20. Maintenant, on va passer à la musique de l'entre-deux-guerres. Alors, l'entre-deux-guerres est marqué par une véritable révolution, qui est la révolution sérielle. Alors là, contrairement à la musique du XIXe siècle, qui avait connu des phases successives, en particulier le romantisme avec Schubert, avec Schumann, avec Chopin, pour ne citer que quelques grands, avec Liszt également, qui avait connu ensuite une vague symboliste, avec par exemple Wagner, avec sa tétralogie, concernant toute la mythologie germanique, nordique en fait, et la mythologie médiévale, dans Tristan et Isolde, en particulier Tristan und Isolde, Tristan et Isolde, qui est un roman du Moyen-Âge, de l'époque médiévale. Eh bien, à ce symbolisme va succéder, je dirais, la musique sérielle. Je vais vous montrer d'ailleurs, je vais vous montrer déjà des œuvres de l'époque qui précède immédiatement. Je vais vous montrer de Debussy, je vous montre ici La Mer, sous la direction de Pierre Boulez, qui est ce grand chef d'orchestre et compositeur français. Et je vais vous montrer également son opéra qui date de 1902, Péléas et Mélisande, dont l'auteur qui est inspiré du roman de Maurice Maeterlinck, qui est un écrivain belge. Alors, je ne sais pas si j'ai le temps de vous passer Debussy. Je vous en passerai peut-être d'autres artistes, parce que sinon ça va nous prendre trop de temps. Alors, qu'est-ce que c'est que la musique sérielle? La musique sérielle, ou aussi dodécaphonique, c'est quoi? Alors, elle est d'abord passée par une première phase que l'on appelle la musique atonale. Atonale, en un mot, avec le A privatif. En fait, les compositeurs qui rentrent dans ce courant utilisent les 12 degrés de l'échelle chromatique en ne hiérarchisant pas ces degrés. Autrement dit, ils sont tous mis sur le même pied. Dans cette veine-là, vous trouvez des gens comme Schoenberg, par exemple, ou comme Berg, mais qui vont évoluer assez rapidement vers ce qu'on appelle la musique
dodécaphonique et non plus atonale dans le premier sens, où là on utilise les 12 degrés également de l'échelle chromatique, cette fois en les hiérarchisant une fois pour toutes au début de l'œuvre, et on va toujours utiliser la même échelle chromatique pendant la suite de l'œuvre. Donc on aura toujours les mêmes degrés dans le même ordre. Mais ça, c'est fixé par le compositeur. Hein, c'est assez passionnant. J'avais écouté, ça me revient maintenant, une conférence d'un chef d'orchestre qui expliquait justement ce que c'était que la musique dodécaphonique. Et il montrait justement que l'ordre des différents tons dans cette musique correspondait, je crois que c'était dans le cas de Schoenberg, il me semble, justement, chaque note correspondait en fait à une lettre de l'alphabet, ça faisait son propre nom. Évidemment, c'est un jeu intellectuel qui a conduit à des œuvres, la musique atonale et dodécaphonique est toujours utilisée à l'heure actuelle. Dans cette veine-là, vous avez dans l'opéra contemporain, par exemple, je pense à un opéra que j'ai été voir il y a 2 mois, hein, à la Monnaie, c'était une création, d'ailleurs, création mondiale, c'était de Philippe Gusmans, c'était Yvonne, princesse de Bourgogne. Mais vous avez des tas d'auteurs compositeurs qui ont suivi cette veine. Hein. Dans cette veine-là, vous allez avoir, par exemple, dans le sérialisme intégral, plus tard, des gens comme Pierre Boulez. Je crois qu'il vit toujours, il doit avoir plus de 80 ans, hein, qui a enseigné au Collège de France, d'ailleurs, qui était chef d'orchestre, compositeur, qui a écrit le fameux Marteau sans tête. Il y a également Stockhausen, en allemand, Stockhausen. Voilà, mais enfin, dans la musique contemporaine, il y a quelques grands compositeurs qu'il faut connaître, par exemple comme Xenakis, comme Ligeti, en hongrois, comme également Berio ou Nono. Hein, qui sont... Alors là, c'est de la musique très intellectuelle. Voilà, j'y reviendrai peut-être en... Ça, c'est pour l'après-guerre, hein. C'est pas pour la période qui nous intéresse ici, les années 20, les années 30. Hein. Ligeti, Nono, Berio, Stockhausen, Boulez, ça c'est pour l'après-deuxième guerre mondiale. Mais en tout cas, je voulais les inscrire dans une tradition qui naît au début des années 1920, donc avec Berg et Schoenberg. Alors, je vais peut-être vous passer un extrait de Wozzeck de Berg, pour que vous voyez un petit peu ce que c'est que cette musique dodécaphonique. Alors, c'est une œuvre qui date du début des années 20, je n'ai pas la date précise en tête ici, mais enfin, environ 1924, quelque chose comme ça, je crois. Voilà. Alors, Wozzeck, en fait, c'est un soldat, dans l'extrait que je vais vous passer, dans l'acte 1, qui est en train de raser son capitaine, mais c'est la voix du capitaine, Hauptmann, qu'on entend hein, au début. Wozzeck, il répond de manière très brève, hein, oui, non, des petites choses comme ça. Et pour le reste, on entend la voix du capitaine, hein, qui est en train d'émettre des considérations sur le rapport au temps. Voilà, je vais vous passer ça maintenant, vous écoutez, bon, je vais passer un court extrait, simplement pour que vous puissiez fixer ce genre de musique. Donc la grosse voix que vous allez entendre, c'est donc le capitaine, et Wozzeck, c'est celui qui se fait interpeller par lui qui est en train de raser. Hein.
extrait. Donc vous voyez que dans l'échelle chromatique, on passe tout le temps, on monte, on descend constamment. Alors, cette période des années 20, enfin de l'entre-deux-guerres, est marquée également par, je dirais, un certain intérêt pour le music hall. Je dis bien toujours dans le cadre de la musique classique. Dans les années 20, dans les années 30, il y a un intérêt marqué pour déjà le jazz, avec toute une série de, comment dirais-je, des compositeurs qui connaîtront surtout du succès par la suite. Vous avez le succès par exemple de Joséphine Baker, qui danse avec un régime de bananes autour de la ceinture et qui joue sur les scènes parisiennes, sur les planches parisiennes. Dans cette vague du music hall, je pourrais peut-être vous passer un extrait de Gershwin, de la Rhapsody in Blue, qui me semble assez significatif à cet égard. Gershwin, qui était donc un juif d'Europe centrale émigré aux États-Unis. Alors, un peu dans la même veine, bien que sur notre continent, il y a évidemment les gymnopédies d'Éric Satie. Bon, je ne les passerai pas ici parce que on manque de temps de nouveau. Sauf s'il y a une demande générale pour le passer. Moi j'adore, mais bon. Oui, allez, pour Olivier, un petit.
passons maintenant, je vous montrerai quelques éditions de disques que je trouve particulièrement intéressantes dans la discographie et bibliographie finale. Alors, on va passer maintenant à l'après-Deuxième Guerre mondiale. Alors, successivement, je vais traiter de l'art, des arts plastiques. Ensuite, j'aborderai la musique et enfin la littérature et l'histoire des idées. Alors, je commence tout d'abord par l'art, les arts plastiques. Et dans ces arts plastiques, j'aborderai d'abord la littérature avant d'aborder la peinture. Après la Deuxième Guerre mondiale, il y a une forme d'architecture qui va dominer dans les villes. En Occident, je dis bien. C'est l'architecture des bars. Alors qu'est-ce que c'est que les bars? Ce sont ces grands immeubles où des centaines parfois d'habitants résident. Alors cette architecture des bars a été très décriée et c'est ce qui explique que dans les années 60 déjà, il y a des réactions. On explique que les objectifs de la charte d'Athènes, de ce qu'aurait voulu Le Corbusier déjà dans l'entre-deux-guerres, tous ces objectifs n'ont pas été atteints. Et c'est ainsi que des architectes, comme Bofill en particulier, vont tenter de réaliser des habitations gigantesques, mais avec un souci véritablement esthétique, où ce ne soit plus seulement une architecture purement cubique, sans objectif justement lié à la beauté. Donc on essaye de lier l'utile à l'agréable. Parmi la deuxième et la troisième génération de tours, vous avez bien entendu des tours qui, depuis le 11 septembre 2001, ont disparu. Ce sont les fameuses Twin Towers aux États-Unis, à New York, qui avaient une hauteur vertigineuse. Je ne sais plus combien il y avait de mètres et de nombre d'étages, mais enfin, ceci dit, ces tours ont été dépassées depuis lors par des tours que l'on trouve à Hong Kong ou qu'on trouve à Abu Dhabi, dans les Émirats arabes unis. Alors, il y a également une autre forme de bâtiment qui va naître, surtout dans les années 70, je dirais. Ce sont ces bâtiments qui rejettent, où les architectes rejettent à l'extérieur de la structure de l'immeuble toutes les structures qui auparavant étaient cachées. Je pense en particulier à la Hong Kong and Shanghai Banking Corporation à Hong Kong justement, qui est une banque où toute une série de structures se trouvent à l'extérieur, un petit peu comme si c'était un corps qui rejetait tous ces organes intérieurs, on dirait chez nous les intestins, le côlon, les artères, les poumons à l'extérieur de notre corps. Et un exemple qui est tout à fait parlant, je préfère prendre des exemples que vous connaissez, parce que je crois que les Twin Towers, tout le monde connaissait. J'ai pris des exemples à Bruxelles tout à l'heure pour l'art nouveau et pour l'art déco, parce que si je commence à montrer tous les ouvrages que j'ai devant moi, on n'en sortira plus, on en a pour 2 ou 3 heures, mais retenez en tout cas qu'il y a un type de bâtiment qui rentre tout à fait dans cette architecture qu'on appelle high-tech, c'est le centre Georges Pompidou à Paris, qui a été construit au milieu des années 70, qui a été inauguré par Giscard d'Estaing, après la mort de Pompidou. Vous avez tous été au centre Georges Pompidou, j'imagine, à Paris, dans le quartier idéal, non? Je ne sais pas si vous voyez ça. Est-ce que tu ne vois pas, Alexandra, comment ça se trouve? En fait, c'est un bâtiment qui ressemble à une sorte de grande cage en verre, et à l'extérieur, tu as des grands tuyaux, y compris les escalators se trouvent dans des tuyaux qui ressemblent un petit peu à des intestins, des côlons. Tu as des tas de bouches d'aération qui ressortent du sol, comme ça, qui font penser un petit peu
à une usine même de science-fiction, si vous voulez. C'est assez spécial. Hein. C'est donc dans le quartier des Halles, c'est quoi? C'est 1, 2, 3, 4, 5, le 6e arrondissement, il me semble, je ne sais pas. Il me semble. Ça va? Mais donc, c'est un bâtiment qui contient, entre autres, des expositions d'art moderne, mais qui contient également une bibliothèque où vous pouvez aller, où il y a libre accès. Alors, je progresse un petit peu. J'en ai fini pour l'architecture. En gros, on va passer maintenant à la peinture. À la peinture du XXe siècle, tout simplement. Je vous avais déjà parlé d'un certain nombre de peintres. Vous vous souvenez, pour le XIXe siècle, et même pour le début du XXe siècle, je vous avais parlé déjà de l'art cubique. Hein, vous vous souvenez du courant cubiste? Vous avez parlé de Picasso? Vous vous souvenez de ça? Hein, je vous avais parlé également de l'art de l'entre-deux-guerres. Je vous avais montré des œuvres pas de Magritte, mais de Dali. Je crois, je vous avais montré des œuvres de Dali il y a 2 mois. Et maintenant, je voudrais peut-être revenir un petit peu sur le début du siècle. Parce qu'en 1913, il y a un événement tout à fait révélateur qui se produit. C'est lorsque Marcel Duchamp, un peintre français, décide de présenter dans un musée une pissotière. Et il intitule cette œuvre Fontaine. Alors vous allez me dire, mais les gens vous prennent pour un fou à ce moment-là. En fait, ce qu'il voulait montrer, que c'était l'œuvre d'art n'existe pas en elle-même. Pour utiliser son propre mot, ce sont les regardeurs. C'est lui qui utilise ce mot, hein, qui n'est pas français. Il dit que ce sont les regardeurs, donc les spectateurs, qui confèrent à l'œuvre d'art son statut d'œuvre d'art. À partir du moment où l'on rentre dans cette logique-là, ben, certains pensent que l'art c'est n'importe quoi. C'est vrai que quand vous allez parfois dans des musées d'art moderne ou d'art contemporain, vous vous dites franchement, hein, c'est n'importe quoi. On a l'impression que sur une toile, hein, on a acheté 2 ou 3 pots de peinture, hein, et en quoi est-ce que c'est de l'art? Eh bien, on va rentrer dans cette logique, qui n'est pas une logique artistique à mes yeux. Enfin, bon, moi je ne suis pas artiste moi-même, c'est plutôt une logique d'ordre intellectuel. C'est au fond de partir de l'idée que c'est l'institution qui confère, et ce n'est pas sans intérêt, c'est se mettre du point de vue non plus de l'artiste, mais du point de vue du spectateur. Et donc il y a des gens qui vont peut-être se pâmer dans un musée en regardant une œuvre et vont prendre de l'intérêt pour un objet qui n'aurait aucun intérêt si cet objet même lui-même n'était pas hors du musée. C'est assez intéressant, évidemment, comme démarche intellectuelle. Le problème, c'est qu'on a usé jusqu'à la corde ce procédé et qu'effectivement, on trouve des choses qui n'ont pas de valeur. Alors, il y a un courant qu'on appelle l'art minimaliste, ce qu'on appelle aussi en Italie l'arte povera, c'est-à-dire l'art pauvre, qui s'est mis à produire des œuvres où finalement il n'y avait rien à voir, ou très peu de choses à voir. Vous avez également un courant d'après-guerre qui s'appelle le ready-made, c'est-à-dire le prêt-à-porter, littéralement, le ready-made, presque prêt, le presque fait, hein, ready-made. Voie dans laquelle vont s'engager des gens comme Andy Warhol, par exemple. Vous connaissez certainement la reproduction des 4 ou 5 têtes de Marilyn Monroe, que l'on voit une fois en rouge, une fois en vert, une fois en orange, une fois en jaune. C'est toujours le même portrait, mais qui est démultiplié presque à l'infini, et qui renvoie évidemment au monde de la consommation qui est le nôtre, et qui est une caricature évidemment du monde de la publicité. Il a fait ça également avec des boîtes de conserve. Quand c'était des boîtes de saucisses, mes souvenirs sont bons, vous voyez la même boîte de conserve qui a été présentée plusieurs fois. Alors, vous avez également des auteurs comme Lichtenstein qui font des tableaux, même avec des petits points comme ça, qui sont en fait, on dirait que ce sont des images tirées directement d'une bande dessinée. Oh, Lichtenstein. Alors, face à ça, mais dans le même état d'esprit qui est celui de la consommation, de cette critique ironique de la consommation, du monde de la consommation, il y a l'hyper-réalisme.
Alors là, l'hyperréalisme, c'est penser des œuvres comme si l'objet représenté ne pouvait pas être distingué de sa représentation. Vous avez peut-être vu des œuvres comme ça dans des musées d'art moderne et contemporain, où quand vous arrivez de loin, vous croyez que c'est vraiment un personnage, et c'est seulement quand vous êtes devant que vous vous rendez compte qu'il ne s'agit que d'une œuvre. Parce que le détail est poussé jusqu'à l'extrême, c'est pour ça qu'on parle d'hyper-réalisme, pas de surréalisme, d'hyper-réalisme, parce que vous voyez par exemple une grosse bonne femme qui est en train de pousser son caddie, et vous voyez, c'est vraiment, il y a dans le caddie exactement tout ce qu'on peut acheter dans une grande surface, et la bonne femme, elle a ses bigoudis, bon, elle ressemble vraiment à une vraie personne, quoi. Il faut vraiment être à 2 mètres de distance, à 1,50 m de distance, pour se rendre compte que ce n'est en fait qu'une sculpture. Où il y a également des peintures où les représentations sont tellement exactes dans le détail qu'on pourrait croire que c'est une véritable photo. Or, si vous allez en face, vous allez voir que ce n'est pas une photo, c'est une peinture. C'est ce qu'on appelle donc l'hyperréalisme. Donc ça rentre toujours dans cette logique de ce monde de consommation où on ne distingue plus très bien le vrai du faux. C'est un petit peu le problème de notre époque, avec les OGM, les organismes génétiquement modifiés. Est-ce que c'est du vrai maïs ou est-ce que c'est du faux maïs? Même chose pour vous savez, ces moutons là qu'on a dupliqués, qui sont clonés, la Dolly. Mais est-ce que c'est la mère ou est-ce que c'est la fille? Elles sont exactement semblables, parce que génétiquement, l'une est faite à partir de l'autre, sans qu'aucun mal ne soit intervenu dans le processus de fabrication. Voilà, donc quelques éléments que je voulais mettre en évidence. Alors, il y a aussi, bien entendu, après la Deuxième Guerre mondiale, ce qu'on appelle l'expressionnisme abstrait. L'expressionnisme abstrait, par exemple Mondrian, mais bien d'autres, où il s'agit de mettre, comment dirais-je, Alors, la figuration a complètement disparu, puisqu'on parle d'abstraction. Alors, l'objectif est de peindre sur une toile qui est, peu importe, j'avais déjà évoqué le sujet, je me souviens, il y a 2 mois, une surface, par exemple, tout à fait blanche, sur laquelle le peintre va tracer des droites perpendiculaires, noires, vous vous souvenez, au rouge. Vous vous souvenez, je vous ai parlé de ça déjà, de Piet Mondrian. Vous allez avoir aussi des surfaces qui donnent une certaine sérénité, parce que Mondrian, c'est le goût de l'abstraction pour l'abstraction, vous direz. Mais si vous prenez par exemple le cas de Rothko, R-O-T-H-K-O, qui est originaire aussi d'Europe de l'Est, et qui a vécu à New York, alors là, il joue sur des dégradés de rouge. Donc vous avez par exemple une toile qui est peinte en rouge, mais vous pouvez avoir des bandes différentes de dégradés dans ces rouges qui donnent effectivement, quand on est assis dans une salle, vous voyez du Rothko, une impression effectivement de sérénité, de calme. Mais rien n'est figuré en tant que tel. Oui, tout à l'heure, je vous ai parlé, je reviens un petit peu en arrière, je vous ai parlé d'art brut. J'aurais pu vous parler du buffet, par exemple. J'aurais pu vous parler également de cristaux. Récemment, c'était au mois de juin, j'étais à Nice quelques jours, pendant que vous étiez en session d'examen, donc les professeurs ont quelques jours de congé, donc entre deux, comment dirais-je, de classes que je dois interroger, de cours que je dois interroger, je vais en général 2 ou 3 jours comme ça à l'étranger à ce moment-là. Et j'ai été à Nice, où il y a un très beau musée d'art moderne et contemporain, c'est le Boulevard, je crois que ça s'appelle, c'est près du vieux quartier niçois, du vieux Nice. Et bien là, vous avez par exemple des œuvres de César. Alors César, vous avez déjà entendu parler de César, ce sont des concrétions. Alors là, il prenait des voitures qui le comprimaient pour en faire des blocs. Voilà. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que dans une concrétion, on pouvait avoir non seulement le métal, mais vous pouvez à certains moments sortir un volant, par exemple.
hein, au sortir des enjoliveurs, ou que sais-je. Donc on a comprimé, hein, sous la forme d'un cube ou d'un parallépipède, hein, un rectangle, du métal. Ce sont des concrétions. Il y a un autre, comment dirais-je, artiste qui va un petit peu dans le même sens de cet art brut, c'est Christo. On peut en voir des œuvres justement également dans ce musée de Nice. Alors Christo, lui, il a pris il s'est donné pour spécialité d'emballer des œuvres. À un moment donné, je crois qu'il a même emballé le Pont Neuf à Paris. Donc tout le Pont Neuf a été emballé donc avec du tissu et des cordes. Donc quand vous allez voir, vous voyez comme ça des œuvres de Christo, ce sont des emballages avec des ficelles et des cordes. Voilà. Enfin, je ne vais pas abonder dans ce sens-là, je voulais vous donner quelques pistes de cet art moderne et contemporain que vous pouvez donc observer ou admirer, ou vous étonner en tout cas devant ces œuvres dans les musées d'art moderne ou contemporain. Donc en tout cas, ça fait pour certaines, elles font réfléchir, elles ne sont pas toujours marquées du sceau de l'esthétisme à mes yeux. Je n'évoquerai pas avec vous aujourd'hui, parce que c'était fait dans le cadre d'autres leçons, l'histoire du cinéma au XXe siècle, l'histoire de la bande dessinée non plus. Si ça vous intéresse les troisièmes, j'ai travaillé le sujet avec des élèves de première, hein, Hergé entre autres. Donc, je vous le signale, hein, que j'ai réalisé des cours là-dessus, sur la bande dessinée. Donc, alors maintenant, on va voir un petit peu la musique après la Deuxième Guerre mondiale. Alors la musique après la Deuxième Guerre mondiale, il y a un premier courant que j'ai déjà développé, c'est celui du sérialisme intégral. Je vous ai parlé déjà de Boulez, de Stockhausen, je vous ai parlé également d'autres formes de cet art intellectuel avec Xenakis par exemple, mais enfin il y a également des œuvres plus classiques, je dirais, comme celle de John Cage, qui sont audibles. Et donc vous ne devez pas obligatoirement vous aller au festival Ars Musica à la place Faget, où chaque année, c'est vers le mois d'avril me semble-t-il, vous avez toute une semaine consacrée à des créations de musique contemporaine, donc il y a moyen d'entendre la musique contemporaine, je veux dire d'artistes, véritables compositeurs classiques, si vous voulez, hein, qui soient tout à fait audibles, Cage, justement, et qui est, je dirais, même si ce n'est pas la même chose, qui est dans ce courant de type néoclassique, hein, que l'on trouve déjà après la Première Guerre mondiale, avec des Arthur Honegger, avec In the Myth plutôt, c'était c'est en allemand, hein, c'est pour ça qu'on a dit In the Myth, entre autres choses. Mais à côté de ça, vous avez la musique dite plus populaire. Hein, et dans cette musique plus populaire, il y a à partir de 1955 la grande vague du rock, bien entendu. Hein, là, je ne vais pas vous passer des extraits parce que vous avez l'occasion d'en entendre tant que vous voulez, hein, vous pouvez même enregistrer ça sur Internet, je suppose. Hein. Donc, le rock, dans les années 55, c'est la grande vague. Hein. Ça part évidemment des États-Unis, ça arrive en Europe, ça va être imité par des gens évidemment comme Johnny Hallyday, Mitchell par exemple en Europe, ou Dick Rivers par exemple. Hein. Alors, ce rock, qui est matiné aussi de Soul, hein, S-O-U-L, en fait appartient à une grande vague liée à des rythmes binaires qui se rapprochent, pour certaines œuvres, de la musique africaine. C'est pour ça qu'il est très important d'insister sur la musique africaine et surtout sur la musique afro-américaine au XXe siècle, qui a tant apporté. D'ailleurs, il suffit de regarder n'importe quel top 50 et vous allez voir que la moitié des artistes sont des afro-américains. Hein, ils sont partout présents. Pensez d'ailleurs, même pour des périodes plus récentes, à tous ces artistes style Beyoncé, Rihanna, même si c'est une australienne. Il y en a quand même beaucoup qui surfent là-dessus. Et alors, vous allez avoir la vague qui est
été lancée aussi par Stevie Wonder, qui va être prise au vol par des Michael Jackson ou par Prince, entre autres choses. Alors, il y a aussi le rock du pauvre, le reggae, hein, de Bob Marley. Vous allez avoir aussi le rap, bien entendu, qui est cette musique qui naît dans les cités et qui a, comme le rock d'ailleurs, hein, qui a un message très contestateur par rapport à la société et face à l'idéologie dominante et à cette société de gens qui dominent les paumés de la société et qui sont rejetés d'ailleurs. Pour l'histoire urbaniste, c'est assez intéressant de voir que les paumés ont été rejetés justement en dehors de la grande ville de Paris et se trouvent dans ce qu'on appelle les quartiers, ces cités, vous savez, c'est la grande couronne de Paris. Alors qu'à Bruxelles, là c'est plutôt l'inverse, hein, ce sont les riches qui sont partis vers le Brabant wallon, hein, ou vers le Brabant flamand, hein, alors que justement les populations immigrées se trouvent plutôt dans le centre. À Bruxelles, c'est dans le centre, dans la petite couronne, en Bruxelles-Ville, je pense de Saint-Gilles, Schaerbeek, Saint-Josse, Anderlecht, Molenbeek, où se trouvent justement les immigrés. Donc on a une situation qui est l'inverse sur le plan urbanistique de celle de Paris. À Paris, si vous n'êtes pas propriétaire de votre logement, vous ne pouvez pas louer quelque chose. Ce sont des prix inabordables. Tandis qu'à Bruxelles, c'est le contraire. Les gens pauvres vont plutôt dans le centre et les gens riches, ils sont dans le Brabant wallon, ils sont à Terlo, ils sont à Lannes, ils sont à La Hulpe, vous voyez ce que je veux dire, quoi, à Nivelles, le cas échéant. Hein, donc ça veut dire que vous avez une géographie urbaine et les rapports ville-campagne qui est tout à fait différente de celle de Paris. Alors ça m'éloigne un petit peu de mon sujet, j'étais en train de vous parler du rock, je vous ai parlé du reggae. Un petit mot quand même de la chanson française, parce qu'il ne faudrait quand même pas l'oublier, la chanson française à texte, je dis bien, la chanson française à texte, qui, au lendemain de 1945, a eu beaucoup de succès dans les caves de Saint-Germain, avec par exemple Boris Vian, avec Juliette Gréco, par exemple, hein, et à tous ces artistes qui, dans les années 50, 60, 70, ont eu une production assez originale. Hein, je ne vais pas remonter évidemment jusqu'à Édith Piaf. Là, c'est pas très original, c'est sa voix qui est originale. Par contre, ses chansons ne le sont pas beaucoup. Hein, ce sont des chansons mélodramatiques, mais elle avait une voix tout à fait extraordinaire. Elle venait d'un milieu populaire. Et c'est tout à fait étonnant, d'autant plus que son phrasé, elle articule très bien, elle a une diction qui est très bonne, alors qu'elle vient du quartier Parigot, on parle Parigot, quoi. Hein. Voilà. Mais à côté de ça, vous avez évidemment comme auteur à texte Georges Brassens, vous avez Léo Ferré, vous avez Serge Reggiani, vous avez, je réfléchis un petit peu, il ne faudrait pas oublier Chabrel, bien sûr, en belge, vous avez Barbara. Là, je crois qu'il y a des tas de noms qui vous viennent aussi à l'esprit, hein, que je n'ai pas en tête immédiatement, hein, parce que je ne les ai pas apportés avec moi, ça aurait été trop lourd à porter, mais vous voyez ce que je veux dire là, ce sont des auteurs à texte qui veulent dire quelque chose, ils veulent transmettre un message. Voilà. Parfois un message engagé, le cas de Léo Ferré. Hein, Brassens aussi, qui est un anarchiste d'ailleurs. Hein. Alors, on va passer maintenant, après avoir parlé de ça, quelques éléments d'histoire de la littérature et d'histoire de la pensée. Les grands courants de la littérature de la deuxième moitié du XXe siècle. En France, elle débute par une littérature assez engagée après la guerre. Je pense à Jean-Paul Sartre, je pense aussi à Albert Camus. Littérature de type existentialiste, liée à l'absurde, ils veulent montrer l'absurdité qu'il peut y avoir dans l'existence et que l'existence précède l'essence, vous savez, appelé sens secondaire, c'est-à-dire que je suis, c'est parce que je pense, hein, parce que je ressens les choses, hein, que j'existe, hein, mais en soi, il n'y a pas d'essence en moi. Donc l'homme n'existe pas en tant que tel.
Alors, je ne vais pas citer des romans hyper célèbres, vous connaissez L'Agnus Dei, L'étranger, Caligula, on a la paix de nouveau. Alors, un courant que je distinguerai des autres, parce qu'on ne peut pas parler de tout, bien sûr, c'est le nouveau roman, hein, dans les années, à partir des années 50, où s'illustre, entre autres choses, un ingénieur agronome devenu écrivain, qui est Alain Robbe-Grillet, qui s'est aussi illustré dans le cinéma. Vous avez bien sûr Marguerite Duras, auteur de multiples romans qui sont marqués par des dialogues assez comme ça, je dirais qu'ils font penser à certains moments à des tableaux de Paul Delvaux. Vous vous souvenez, je vous ai parlé il y a 2 mois de ces personnages avec chapeau melon et qui parapluie et qui sont en train de passer à côté de femmes nues comme ça, un peu hagards. Dans les dialogues de Marguerite Duras, il y a justement des dialogues où parfois on a l'impression que celui qui pose la question a une réponse qui est parallèle et qui ne rencontre pas véritablement. Jacques Lacan, qui est un psychanalyste français, spécialiste donc de l'inconscient, avait dit que Marguerite Duras était finalement l'écrivaine, puisque maintenant ce mot se met au féminin, était sans doute l'écrivaine qui illustrait le mieux le rapport que lui voyait entre le moi et l'inconscient. Alors, à côté de ça, pour l'Italie, vous avez plutôt, mais je dis bien plutôt, hein, parce que vous savez ce que c'est que de faire des regroupements. On a tendance à simplifier à l'extrême, finalement ça ne correspond plus du tout à la réalité. Mais il y a un certain engouement pour le roman social en Italie. Pensez à Pier Paolo Pasolini, qui est aussi un grand cinéaste. Hein. Lui-même, il était homosexuel, et il est mort d'ailleurs dans un terrain vague, tué par des mauvais garçons. Vous pouvez, dans la même vague du roman social, vous avez par exemple Italo Calvino. Mais vous avez aussi des auteurs dans l'après-guerre qui s'intéressent beaucoup aux aspects psychologiques de l'être humain, comme Cesare Pavese, hein, qui s'est suicidé au mois d'août 1950, où vous avez également, allez, je réfléchis un petit peu, Alberto Moravia, hein, qui écrit La désobéissance, l'amour, etc. Ce sont des romans psychologiques. Alors, dans la littérature allemande de la deuxième moitié du XXe siècle, il y a quelques auteurs qu'il faut mettre au-dessus des autres, outre à côté de Bertolt Brecht, qui était l'écrivain presque officiel de la République démocratique allemande, donc de la République communiste allemande, et qui écrit effectivement des pièces de théâtre tout à fait remarquables, comme entre autres l'opéra de Katsu, que j'évoquais, je crois, déjà il y a 2 mois. Hein. Vous avez des auteurs qui se consacrent à ce qu'on a appelé aussi la littérature des ruines. C'est le cas de Heinrich Böll, hein, prix Nobel. Böll, ça s'écrit B-O-L. Hein, et qui a écrit un livre, par exemple, qui s'intitule Les enfants des morts. Vous avez aussi, oui, il a écrit aussi un ouvrage que je vous ai montré récemment aussi, qui est L'honneur perdu de Katharina Blum, hein, qui illustre cette période des années de plomb, des années 70, où il y avait des attentats de la Rote Armee Fraktion, hein, la RAF en Allemagne, l'équivalent des Brigades Rouges en Italie, ou les CCC en Belgique, sauf que les CCC c'est une décennie plus tard. Hein, oui, une décennie et demie plus tard. Alors, il y a Peter Handke aussi, et alors Günter Grass, qui était rattrapé, semble-t-il, par son passé pendant la guerre, mais comme beaucoup vous savez, d'Allemands, hein, des intellectuels. Pour ceux qui ont vécu pendant la guerre et qui étaient déjà adultes, c'était très difficile de ne pas être, d'une manière ou d'une autre, avoir été touchés par le régime nazi, tout simplement parce qu'ils avaient dû aller dans les Hitlerjugend. Ce n'était pas pour autant des nazis, hein. Quand vous aviez 16 ans, 17 ans, vous étiez dans un mouvement de jeunesse qui était obligatoire, c'est pas pour autant que vous étiez nazi. Hein. Je ne vais pas ici défendre Joseph Ratzinger, le pape actuel Benoît XVI, enfin il était dans l'Hitlerjugend. Était pour autant nazi, je crois que c'est un petit peu rapide. Hein. Tous les Allemands de cette époque-là,
devait y être. Donc il ne faut pas, sous forme de raccourci comme ça, stigmatiser des gens qui étaient dans un contexte particulier. Voilà. Alors, pour la littérature américaine de l'après-Deuxième Guerre mondiale, on n'a plus des auteurs comme Ernest Hemingway, on n'a certainement plus des Scott Fitzgerald, on n'a plus des William Faulkner, qui ont écrit par exemple Pilot, Stick, enfin bon, des œuvres ou Steinbeck. Alors, il y a quelques grands auteurs, bien entendu, mais il y a certainement au milieu des années 50 un courant qui se développe et dont le livre culte est On the Road, c'est-à-dire Sur la route, de Kerouac, qui anticipe à près de 10 années le mouvement hippie, c'est-à-dire c'est en fait un roman qui est assez significatif. Ce sont ces gens qui sont un petit peu déjantés, justement, en décalage par rapport à la société, qui sont des marginaux et qui partent comme ça sur les routes aux États-Unis pour mener une vie, pas de clochard, mais je dirais, de gens qui boivent, qui sont à côté de la plaque, etc., et qui ne sont certainement pas normalisés. C'est le contraire des gens normalisés. Ils ne sont pas dans la norme, ils ne sont pas dans la ligne directrice de cette société où on doit avoir sa petite maison, sa voiture, son frigidaire, etc., etc. Donc ils sont hors du coup et ils manifestent une certaine, même pas une certaine, ils manifestent une réelle révolte face à cette American way of life, c'est-à-dire cette manière de vivre des Américains. Voilà. Alors, à côté de ça, vous avez évidemment des grands, bien entendu, des grands écrivains comme, je ne sais pas, Paul Austen, qui vit toujours maintenant. Mais de nouveau, je ne vais pas étaler comme ça des tas de noms d'auteurs, parce que ce n'est vraiment pas mon objectif. Je crois d'ailleurs vous en avoir parlé dans mon cours sur les États-Unis. Mais, à côté de cela, il y a la grande littérature sud-américaine ou latino-américaine. Ça, pour moi, je dirais que les latino-américains ont repris le flambeau de ces grands auteurs russes du XIXe siècle. Vous vous souvenez, au XIXe siècle, vous aviez des Gogol, des Dostoïevski, des Tchekhov, enfin, pour ne citer Tolstoï, etc., pour ne citer que quelques grands noms. Mais au XXe siècle, je crois, surtout après 1945, la grande littérature se trouve en Amérique du Sud. Alors, parmi les grands auteurs, vous avez certainement Gabriel Garcia. Attendez, non, je veux dire Gabriel Garcia. Non, je voulais dire Lorca, mais Lorca c'est en Espagne. Marquez, Gabriel Garcia Marquez, qui est l'auteur de 100 ans de solitude. Alors là, c'est un roman à lire à tout prix, surtout pour des futur professeur d'histoire. C'est un roman où presque tout le monde porte le même nom de génération en génération. On finit par s'en mêler les pinceaux, et c'est volontaire évidemment, mais c'est l'histoire d'un... Ça part d'Ante, j'ai lu ça il y a 30 ans, vous savez, Garcia part au fond, je crois, de quelqu'un qui tombe sur un manuscrit, et plus on avance dans le manuscrit, et plus on s'en met les pinceaux, mais c'est une saga familiale formidable. Donc ça, je vous conseille vivement. C'est un Colombien, sauf erreur de ma part. Alors vous avez évidemment la littérature d'un Argentin qui est Borges. Écrit entre autres le livre de Sable, mais qui est un monument évidemment de la littérature mondiale. Lui-même était aveugle, il était directeur de la Bibliothèque nationale de Buenos Aires, en Argentine, mais il écrit des œuvres tout à fait admirables. Vous pouvez également, parmi ces auteurs latino-américains, noter Mario Vargas Llosa. Llosa, c'est avec deux L, c'est les deux L qui se prononcent mieux. L-O-S-A, Llosa, qui vient d'être fait prix Nobel il y a un mois ou deux. Alors tous ces auteurs, et je pourrais en citer évidemment encore beaucoup d'autres, sont des auteurs qui ont repris la veine romanesque dans ce qu'elle a de meilleur, je dirais,
c'est pas du roman expérimental qu'on a pu faire avec le nouveau roman dans les années 50 et 60, hein, avec Sarraute, Auguillet, Claude Simon, Valérie de Grasse, que j'ai pu citer tout à l'heure. Non, c'est vraiment, je dirais, du roman-roman, quoi, tel qu'on l'aime bien. On est pris dedans. C'est peut-être pas des romans kilométriques comme Tolstoï, hein, où vous avez Résurrection, Guerre et Paix, où là, vous êtes pris là-dedans presque pendant 6 mois, ou comme Proust. Mais ce sont des romans très denses qui vous prennent. Alors, quelques mots maintenant sur la pensée au XXe siècle. Alors là, je renvoie au cours de philosophie que je fais en première, mais que vous, en troisième, vous n'aviez pas suivi à l'époque, c'était un autre titulaire du cours. Je crois qu'il y a peut-être un courant que je mettrai en évidence, au moins pour la France, c'est le structuralisme, qui a pour tête de file des gens comme Michel Foucault, comme Louis Althusser, comme même Jacques Lacan, comme Lévi-Strauss en anthropologie, comme Roland Barthes en sémiologie. Alors le structuralisme, en fait, c'est un courant philosophique qui met en évidence que l'homme n'est pas maître de son destin, finalement, et que ce sont des structures sous-jacentes qui nous mobilisent inconsciemment, sans que nous nous en rendions compte. C'est en tout cas la thèse de Michel Foucault. Et donc, on s'est interrogé dans les années 60 et 70 sur la place du sujet en tant qu'acteur de l'histoire. L'homme est-il vraiment maître de son destin? Ou n'est-il rien d'autre que le pantin, la marionnette de la langue ou d'une grammaire sociale qui nous dépasse? Telle a été donc la grande question des années 60-70. Voilà. Alors maintenant, il me reste à vous montrer quelques œuvres, des ouvrages, des histoires de l'art, des histoires de la musique, des histoires du cinéma et quelques œuvres musicales importantes. Alors, je commence tout d'abord par l'histoire de la littérature, de Albert Hess, l'aventure intellectuelle du XXe siècle, panorama des littératures européennes chez Albin Michel. De Pascal Casanova, La République mondiale des lettres, au Seuil. Alors, L'œil de la NRF, c'est la nouvelle revue française, donc c'est des éditions Gallimard, 100 livres pour un siècle. Alors c'est un ouvrage intéressant parce que ce sont des comptes rendus faits par des auteurs qui écrivaient dans la nouvelle revue française, dans la NRF, et qui reprennent, je dirais, les grands romans du XXe siècle. De Gaëtan Picon, Panorama de la littérature française, préface de Jean Starobinski, professeur à Genève, dans la collection Tel chez Gallimard. D'Olivier Barrault, Bernard Rapp, ça se lit très facilement, c'est pour ça que je l'ai pris, Lettres anglaises, une promenade littéraire de Shakespeare à John le Carré. Des mêmes auteurs, non, pas tout à fait, de Philippe Labro et Olivier Barrault, Lettres d'Amérique, un voyage en littérature. Ça, c'est pour vous initier à la littérature américaine du XXe siècle. Donc, en folio. Alors, L'Europe culturelle et religieuse de 1815 à nos jours, de Paul Gerbaud, en Nouvelle-Clio. D'André Caspier-Caussor, La civilisation américaine aux presses universitaires de France. Bon, on ne peut pas ignorer évidemment la civilisation américaine au XXe siècle. Hein. Elle domine à 80% notre manière de vivre. Et ce qu'on voit à la télévision, au cinéma, etc. Alors, maintenant je vais passer à l'histoire de l'art. Alors, aux éditions Taschen, l'art au XXe siècle, peinture, sculpture, nouveaux médias, photographie. Un gros ouvrage. Alors, je me demande si ce n'est pas du Rothko là qu'on voit en couverture. Je crois bien. Enfin, ça ressemble étonnamment. Voilà. Ah, mais je voulais vous montrer, vous parlez tout à l'heure de cette femme, c'est par hasard que je tombe dessus maintenant, de ce qu'on appelle l'hyperréalisme en sculpture. Vous voyez, c'est une sculpture qu'on trouve dans un musée. Regardez. Voilà, vous vous souvenez, hein? Elle ressemble un petit peu à la femme d'Alcazar dans Tintin et Picard. Alors, le XXe siècle, le livre de l'art chez Phaidon, c'est très bien fait, c'est en anglais, mais c'est pas très important, parce que vous avez
pour chaque auteur, chaque peintre ou chaque artiste, vous avez chaque fois une petite notice et une œuvre d'art par page. Donc très très bien fait. Ça se trouve, vous savez, chez les auteurs, les bouquinistes qui vendent des livres à prix réduit. Hein, ça coûte pas cher, et vous avez des œuvres comme ça. Chaque fois une œuvre avec une notice sur les principaux artistes du XXe siècle. Très bien fait. Alors, un ouvrage qui vous permettra de décrypter des œuvres, ça peut être utile pour une préparation de leçons, ça existe également pour les périodes antérieures, les peintres contemporains et leurs techniques, chez Interlivre. Alors, je vous montre un exemple. Voilà. Vous avez systématiquement l'œuvre sur la partie de gauche, et à droite, vous avez le déchiffrement de parties du tableau. On vous explique quelle peinture on a utilisée, quel est le matériau, quel est le support pour la toile, etc. C'est un point de vue technique, mais c'est très intéressant. Hein. Voilà, vous voyez? Les œuvres du XXe siècle, je dis bien. Alors, de Pierre Dex, pour une histoire culturelle de l'art moderne, le XXe siècle chez Odile Jacob. C'est un ouvrage plutôt sur l'histoire intellectuelle de l'art. Alors, l'art depuis 1945, groupe et mouvement d'Hervé Gauville. Vous le trouvez ici à la bibliothèque de l'école. Alors, de nouveau, vous avez tous les grands courants de l'art au XXe siècle, enfin, depuis 1945 plutôt, avec des notices sur tous les artistes et les grandes caractéristiques de chacun des mouvements mentionnés. Alors, de Paul Klee, théorie de l'art moderne, alors là c'est un grand artiste des années 20, hein, à laquelle il a écrit justement ceci. Je vous signale que j'en ai fait un enregistrement audio. Hein, vous pouvez l'avoir sur CD. En tout cas, la conférence qu'il a faite, qui porte ce nom-là, de l'art moderne. Alors, de Catherine Millet, l'art contemporain, histoire et géographie, Champ-Flammarion. Alors, c'est une grande critique d'art. Elle est plus connue hein, pour son histoire sexuelle de Catherine M, où elle raconte en fait tout ce qu'elle a vécu sur le les périphériques près de Paris, hein, où elle donnait libre cours à ses fantasmes, elle se faisait prendre par des camionneurs, etc. Mais donc c'est une grande intellectuelle hein, qui voilà, décidait de vivre sa vie. Et donc elle a écrit un livre qui s'appelle « Écoutez de ses conférences à Bruxelles », pas mal. Alors, bien sûr, quand on fait l'histoire de l'art, on ne peut pas éviter d'acheter des catalogues ou de consulter des catalogues. Je vous montre ici, il y a le catalogue du musée d'art moderne de Bruxelles. Hein, exemple. Voilà, vous avez chaque fois l'œuvre sur la page de droite et sur la page de gauche le commentaire. Hein. Voilà, difficile à lire. Alors, on nous apporte également quelques catalogues que j'ai pu acheter lors de voyages antérieurs. À New York, par exemple, vous avez le catalogue du MoMA, c'est-à-dire le musée d'art moderne de New York. Et là, vous avez, justement, c'est le Roy Lichtenstein, je crois. Voilà. C'est publié par Skira. Alors, même chose pour le Metropolitan Museum of Art. Hein, je vous donne les guides principaux. Et alors, pour ceux... Ah, mais vous n'allez pas à Londres avec moi, hein, c'est les premières et deuxièmes. Ben, on n'aura pas... Voilà. Sinon, il y a le guide de la National Gallery à Londres. Mais nous, on ira voir plutôt la Tate Gallery, Tate Modern Gallery. Alors, dans le domaine de l'architecture, alors là, tout d'abord, chez Koenemann, histoire d'architecture au XXe siècle, l'architecture du futur chez Terrail. Alors, sur le musée Horta Bruxelles, Albin Michel, hein, donc c'est toute une collection sur tous les musées belges, dans la collection Musea Nostra. Et alors un ouvrage d'un ami, de Michel Michels, qui s'intitule « Bruxelles est malade, mais son cœur bat ». Hein, c'est la bruxellose affection capitale, l'édition Le Livre. En fait, il explique que dans ce livre que dans les années 60, on a construit à tort et à travers n'importe quoi à Bruxelles, hein, et ça conduit à ce qu'on appelle la bruxellisation, c'est un terme qu'on utilise dans l'architecture dans le monde d'ailleurs, hein, c'est-à-dire une ville qui était devenue horrible.
hein, avec des bâtiments purement fonctionnels, vous savez, de banques, d'assurances, des administrations publiques. Hein, on a détruit, entre autres, vous pensez, la maison du peuple d'Horta, hein, qui se trouvait près du Sablon, hein, ce qui était évidemment un crime. Alors, dans l'histoire du cinéma maintenant, de Georges Sadoul, hein, un grand classique, et l'histoire du cinéma, l'histoire moderne du cinéma de Charles Fort, en Marabout. Alors, sur l'histoire des sciences, alors là ça se trouve de mon domicile, la science contemporaine du XXe siècle. Donc aux presses universitaires de France, sous la direction de René Taton, je crois. C'est René Taton, on vérifie. Oui, c'est ça, René Taton. Alors vous avez l'histoire des sciences, mathématiques, physique, chimie, biologie, tout ce que vous voulez. Alors sur l'histoire de la physique, alors un grand classique de la petite bibliothèque Payot, Albert Einstein et Leopold Infeld, l'évolution des idées en physique. Avec évidemment une caricature d'Einstein que vous connaîtrez au passage. Alors Emilio Segre, prix Nobel de physique, les physiciens modernes et leurs découvertes, des rayons X au quark. On a vu ça donc il y a 2 mois. Je fais la bibliographie des 2 leçons en même temps. Hein. Alors sur l'histoire des mathématiques, nouvelle abrégée d'histoire des mathématiques de Jean Baudet chez Hubert. Et sur l'époque contemporaine, grand mathématicien moderne, dans la collection, dans la revue Tangente, le numéro hors série numéro 25. Donc il est question, entre autres, de Cantor, le célèbre théorème de Cantor, enfin quelque chose de René Thom, hein, le théoricien des catastrophes, de Riemann, 19e siècle. Voilà. Alors, on va passer maintenant à la... Ah, j'ai oublié de vous montrer quelques cassettes importantes de grands artistes du XXe siècle. Alors, dans la collection Regard, j'ai pris avec moi de Bonnard, voilà, ce sont des cassettes hein, qui font toutes 50 minutes, chez Regard. Alors, Matisse, c'est le numéro 6, hein, qui est mort aussi, comme beaucoup, dans la misère, et donc, comment dirais-je, on s'est inspiré pour faire un film avec De Funès et Jean Gabin, hein, qui s'appelle Le Tatoué, parce que c'est Jean Gabin qui a, celui qui joue Jean Gabin, qui a sur son dos une œuvre de Modigliani qui avait été peinte à l'époque où il vivait encore par définition, et donc De Funès, qui ne pense qu'à quel argent, veut avoir comment dirais-je, la possibilité de pouvoir avoir cette œuvre une fois qu'il sera décédé. Carrément décorché, je ne sais plus très bien comment ça se passe. C'est épouvantable. Alors Soutine, alors un peintre qui vivait aussi à Montmartre, à Pâle. Alors là, ici, un musée Chagall. Kandinsky, hein, c'est le numéro 24. Marcel Duchamp, c'est celui hein, qui, en 1913, a présenté la fameuse pissotière, hein, et que cette œuvre s'appelait La Fontaine, pour faire réfléchir un petit peu les gens sur ce que c'est qu'une œuvre d'art. De Miro, le peintre catalan, un très beau musée Miro Glif. René Magritte, que vous connaissez bien, qui a son musée maintenant sur la place Royale à Bruxelles. J'espère que vous avez été le voir. De Max Ernst, dont vous parlais il y a 2 mois. Hein, vous avez dit, vous vous souvenez, ça ressemble à une sorte d'aspirateur monstre en même temps. Hein, c'est un peintre surréaliste. Et enfin, Bacon, hein, qui était un ami d'ailleurs de Lucian Freud, qui était homosexuel, mais peu importe. Ça ne va pas intervenir ici. Alors, bon, pour l'histoire de la musique, alors, un classique, Émile Vuillermoz, Histoire de la musique, en livre de poche. Alors, d'André Oder, un spécialiste de l'histoire du jazz, les formes de la musique, en que sais-je. La musique étrangère contemporaine, toujours en que sais-je. Alors, de François-René Tranchefort, l'opéra, j'ai apporté le tome 2 qui couvre le XXe siècle, de Tristan à nos jours. Tristan, c'est donc une œuvre de Wagner, hein, Tristan und Isolde. Et alors, vous voyez ici une scène de Boris Godunov de Moussorgsky. Alors, quelques œuvres. Oui, tout à l'heure, je vous ai déjà montré de Lucie.
Je vous ai montré également Berg, alors de Schönberg, hein, même époque que Berg, l'œuvre pianistique jouée par Maurizio Pollini en Deutsche Grammophon. Vous savez que c'est un des grands, des masters hein, dans le domaine des éditions classiques. Alors, de Janáček Genúfa, je vous montre des œuvres vraiment, des grands classiques. Hein. Alors, de Dvorak Rusalka, on a passé l'année passée à la Monnaie, j'ai joué à la Monnaie l'an dernier. Erik Satie et Gershwin, je vous ai déjà montré. Alors, dans cette musique de type néoclassique de l'entre-deux-guerres, vous avez Prokofiev. Bon, évidemment, c'est pas Prokofiev, ici c'est Michel Béroff, hein, c'est son interprète. Alors, Tour de mythe. Alors là, en français, ça donne quoi? Matisse le peintre, Matisse Dermal. Alors, de Honegger, et pas Honecker, qui était le dernier secrétaire général du Parti communiste en RDA, Honegger, je dis bien, Honegger même, la symphonie numéro 2 et la symphonie numéro 3, en Deutsche Grammophon. Alors, un compositeur dont je n'ai pas parlé, qui a d'ailleurs été assez proche du nazisme, il a vécu jusqu'au début des années 50, si mes souvenirs sont bons, de Richard Strauss Salomé. Alors, c'est un descendant de Johann Strauss. Vous savez que c'est une famille comme les Bach, hein, où il y avait, je sais pas, il y avait au moins une dizaine de compositeurs parmi les descendants. Alors de Gustav Mahler, la symphonie numéro 4, ça il faut l'écouter, c'est la musique que l'on entend dans La mort à Venise, le film de Luchino Visconti, la fameuse symphonie numéro 4. Alors de Bartók, le château de Barbe Bleue, Bartók est un Hongrois. De Francis Poulenc, qui fait partie d'un groupe de ceux, je ne sais plus comment on les appelle encore ceux-là, avec Darius Milhaud et d'autres. Voilà, ce sont ses œuvres pour piano en EMI, donc la version maître. Et alors, pour ceux qui aiment le jazz, j'ai évidemment pris quelques grands classiques. Le plus célèbre de tous, le King, Louis Armstrong. Pas d'accord? Quand on pense au jazz, on pense d'abord à Armstrong. Hein. Alors, Charlie Parker, Harry James, Errol Garner, Nat King Cole, et alors, quelqu'un le connaissait bien, sans doute, c'est un Belge, enfin, il était plutôt tzigane, mais enfin, il est né à Pont-Marcel, Django Reinhardt. Oui. Voilà, il y en a encore d'autres, comme Béziers, etc. Donc, je n'ai pas porté ici. J'ai dit